le berceau de la Nouvelle-France, avec ses hommes pétris de courage et ses femmes totalement dévouées, tous unis par le sang, la langue française et la foi catholique. C'est l'histoire officielle racontée pendant des générations. Et pourtant, il y a eu ici des protestants français. Nous sommes donc partis sur leurs traces. Des traces qui ont été exhumées le temps d'une exposition. Depuis des années, Marie-Claude Rocher creuse l'histoire des Huguenots. C'est le surnom qu'on donnait aux protestants français. On retrouve leurs traces, je dirais presque ironiquement, dans les archives catholiques. On a par exemple de nombreux actes d'abjuration, alors où les protestants renonçaient à leur foi pour embrasser la foi catholique. La plupart des Huguenots venaient de La Rochelle, qui était alors le château fort de la réforme protestante en France. On en a recensé plus de 800. C'était des agriculteurs, c'était des marchands, c'était des artisans, c'était des trappeurs, des coureurs des bois. Parmi les 11 premiers gouverneurs, 6 étaient huguenots. Donc c'est une majorité, c'est quand même un nombre important. Les frères de Caen, Guillaume de Caen et son frère, ont eu le monopole de l'échange des fourrures jusqu'à la fondation de la Compagnie des Santes Associés. On sait aussi que ce sont des marchands protestants, des coureurs des bois protestants qui ont relancé l'établissement autour de Ville-Marie. Au début, la religion ne pose pas de problème. Nos ancêtres n'étaient pas des grenouilles de bénitier. L'arrivée des Jésuites en 1625 change la donne. S'ensuit une chasse aux Bibles protestantes. On a retrouvé, notamment dans la section justement à l'index du séminaire, on a retrouvé des inscriptions à la main. Ce livre est mauvais pour vos âmes, il est à brûler plutôt qu'à lire. C'est un livre à l'index, ne pas le faire circuler, etc. Les protestants disposaient de la Bible dans leur propre langue et ils avaient le droit d'y avoir accès et de la lire. C'était même prescrit. Les familles catholiques, elles, ne lisent pas la Bible. La Bible déclarée authentique, c'est la Bible de Jérôme, la Vulgate en latin. Et ça prend une permission du clergé pour lire des traductions catholiques. Pendant longtemps, l'Église protégera son magistère en gardant le contrôle de l'interprétation des textes. Les Huguenots ont intérêt à cacher leur Bible, d'autant qu'ils sont considérés comme des hérétiques. Ils avaient droit de culte, mais pas le droit d'avoir de pasteur. Droit de culte, mais pas le droit de transmettre leur culte aux enfants. Ils avaient droit de culte, mais n'ayant pas de pasteur, ils ne pouvaient pas enregistrer leur naissance, faire leur mariage, faire leur sépulture. Pas étonnant qu'il n'y ait aucun signe de la présence des protestants français dans le paysage de Québec. Ils ont été contraints de s'exiler ou de s'effacer. Ils réapparaissent après la conquête en 1835, ici à Saint-Blaise, dans le Haut-Richelieu, avec l'arrivée de missionnaires de la Suisse, dont une femme, Henriette Feller. Madame Feller, au début, a commencé, elle vivait dans le grenier et elle enseignait là. Et pendant le dimanche, c'était le lieu de culte. Jocelyne Auclair est issue d'une famille qui est protestante depuis 7 générations. C'est Madame Feller qui a commencé tout ça. Et il y a eu des missionnaires qui sont venus travailler avec elle, mais c'est elle qui était l'inspiratrice et c'est elle qui avait compris que l'éducation et l'évangélisation, ça allait ensemble. 5 ans plus tard, la Société missionnaire franco-canadienne voit le jour. Elle compte déjà 51 églises. Pour l'évêque de Montréal, Monseigneur Lartigue, c'en est trop. Il lance cet avertissement aux prêtres de son territoire. Nous sommes convaincus que vous faire connaître le mal, c'est assez bien vous indiquer le remède, et que vous saurez si bien veiller sur votre troupeau pour le préserver de la fureur des loups.
Ce rang-là s'appelait autrefois le rang des protestants, qui est aujourd'hui le rang Fort-Georges. Raymond McLean est le pasteur de Marieville. Dans ce rang-là que nous retrouvons la maison du docteur Côté, c'est-à-dire un des premiers ministres du culte à Marieville en 1848. Ils étaient 70 personnes qui sont venus avec des bâtons, des fourches, dans le but de l'expulser et de mettre feu à la maison. Personne n'a été blessé. Le docteur Cyril Côté a été victime d'un charivari, une tactique d'intimidation. Le docteur Côté était un fervent patriote qui s'est converti au protestantisme. C'est en fait la première église évangélique francophone au Canada français, même si l'œuvre débutait à Sainte-Blaise en 1836. Ici, c'est le premier édifice construit spécialement pour le lieu de culte. Même les gens qui passaient sur le trottoir n'osaient pas se tourner pour regarder l'église ici parce que c'était vu comme des loups dans la bergerie. Il y a même un oncle qui racontait que son grand-père, sa grange a brûlé. Puis dans ce temps-là, c'était une grange, c'était très important. Et le curé du village est venu, puis a fait une ligne, puis a dit aux gens de ne pas passer la ligne. Puis il dit qui brûle, comme il va brûler dans l'enfer plus tard. Alors c'était surtout des histoires comme ça que j'écoutais quand j'étais jeune. Pendant des décennies, les franco-protestants vivent dans une espèce de porte-à-faux social. Il y a ici tout ce qu'ils ont rejeté. Le culte des saints, dont celui de Marie, mais surtout les symboles de l'autorité du pape et les fastes d'une église triomphaliste. Alors, il faut comprendre que quelqu'un qui demeurait québécois, francophone, ou canadien, francophone, mais qui tout d'un coup avait professé une autre religion, était vraiment vu comme un traître. Et qui plus est, il était vu comme un traître par les deux communautés. C'est-à-dire que pour les protestants anglophones, il était traître parce qu'il parlait français, et pour les catholiques francophones, il était traître parce qu'il était protestant. Dans ce temps-là, le réseau public des écoles était divisé en deux. D'un côté, les catholiques francophones et de l'autre, les protestants anglophones. Des centaines, voire des milliers de franco-protestants vont s'assimiler. Alors moi, j'ai commencé à la petite école Durand, qui était protestante anglophone, et je ne sais pas qui, mais quelqu'un en autorité sont venus parler à mes parents, leur dire « Parlez seulement en anglais, sinon votre fille ne va pas réussir ». Ma meilleure amie à côté, qui était catholique, elle est allée au village, et là, les sœurs lui ont dit « Parlez plus, la voisine, c'est péché ». Alors, c'était comme ça dans les années 50. Le vent tourne lors de l'Expo 67, avec l'ouverture du pavillon chrétien. Un événement écuménique sans précédent. L'Église catholique s'ouvre à la diversité. Nous sommes en pleine révolution tranquille, au lendemain du Concile de Vatican II. Le matin de notre réveil. Aujourd'hui, il y a plus de 500 églises franco-protestantes au Québec. Ce sont les églises évangéliques, baptistes et pentecôtistes qui ont connu la plus forte croissance. Elles comptent près de 60 000 adhérents. Après avoir été longtemps marginalisées, on peut se demander ce que ressentent les descendants des pionniers. Je pense qu'aujourd'hui, juste le fait d'aller à l'église, n'importe quelle église, on est une minorité. Fait que protestants, anglophones, ça fait aucune différence. Juste le fait qu'on va à l'église, les gens nous regardent de travers des fois. Et le sieur de Champlain, était-il un huguenot? C'est fort probable. Sauf qu'on n'a jamais retrouvé son acte de naissance, pas plus que sa sépulture. Le fondateur de Québec protège son mystère.